7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes ce matin avec Pierre-Marie Sève pour cette seconde édition. Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice, l'IPJ, et je vous laisse commencer cette édition avec un petit édito. Oui, puisqu'il y avait une affaire dont j'avais envie de vous parler, à mon avis, elle en dit beaucoup sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement général de la justice. Alors, vous vous en souvenez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, contrairement à l'été 2024, l'été 2022 était très chaud, moi je m'en souviens. Il était décidément trop chaud pour un groupe de jeunes à Toulouse qui avait décidé de squatter la piscine d'une copropriété fermée. Alors les copropriétaires s'en sont mêlés évidemment, ils ont demandé aux squatteurs de partir, mais rien n'y a fait. L'envie de transgresser était trop forte pour ces jeunes qui se sont maintenus dans la piscine. Et puis là, c'est le drame. Un des jeunes, 18 ans seulement, entame un plongeon mal exécuté. Il tombe violemment et se brise plusieurs vertèbres. Ce jeune homme est aujourd'hui tétraplégique. Mais en juillet 2024, il a décidé de porter une action en justice contre les copropriétaires de la piscine. Et en effet, il estime que la piscine était mal entretenue et que c'est ce mauvais entretien qui est la cause de sa blessure grave. Il réclame donc une indemnisation pour son préjudice, celui d'être tétraplégique. Alors, on pourrait se dire que cette action, qui paraît assez mal fondée à premier abord, devrait tout simplement être rejetée par le tribunal. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en y regardant de plus près, ce n'est pas ce que la justice semble promettre. En effet, dans le Code civil, alors il y a beaucoup d'articles qui traitent de la responsabilité et les obligations. L'article 1244 prévoit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage arrivé par suite d'un défaut d'entretien. Et la justice a décidé plusieurs fois que cet article était valide même en cas de squat. Et en effet, il y a une décision assez fameuse de septembre 2022, une décision de la Cour de cassation. Je rappelle que la Cour de cassation, c'est le plus haut tribunal pour le droit privé, c'est-à-dire le droit entre les personnes privées, des citoyens normaux. Cette décision l'avait confirmée. Alors je vous raconte cette affaire de septembre 2022 qui est assez similaire. Donc, dans cette affaire, la locataire d'un appartement à Paris avait cessé de payer son loyer. Le couple, qui était propriétaire de l'appartement, qui souffrait donc évidemment d'un loyer impayé, avait décidé de demander légalement l'expulsion de la locataire. Et après une longue procédure, la justice leur avait donné raison et avait demandé à la locataire de quitter les lieux. Bon, tout allait bien. Seulement, 2 ans après cette décision, alors qu'elle n'a toujours pas quitté les lieux et qu'elle continue donc à ne pas payer son loyer, Madame, la locataire, chute de la fenêtre de sa cuisine. Et que fait-elle ? Bingo, elle demande une indemnisation à son propriétaire. Normal. Le tribunal d'instance, puis la cour d'appel, puis la cour de cassation ont toutes conclu dans le même sens. Même si votre bien est squatté, vous devez l'entretenir. Et donc, si votre squatteur subit un dommage, vous devrez l'indemniser. Les propriétaires ont donc dû indemniser cette dame, cette locataire qui ne payait pas son loyer. Alors, ce sont des décisions difficiles à comprendre, qui ont dû surprendre tout le monde, à commencer là, en l'occurrence, par la squatteuse blessée. Parce que quand on voit une décision de justice en face de nous, on se demande, moi en tout cas je me demande, quelle est la valeur que cherche à protéger le tribunal. Parce que là, en l'occurrence, l'effet concret de ce genre de jugement, c'est concrètement l'encouragement au squat. Et c'est d'ailleurs aussi la réduction du nombre de biens en location. Vous savez que nous vivons sous pléthore de biens en location, il n'y a aucune crise du logement évidemment en région parisienne. Eh bien en l'occurrence, ça l'aggrave cette crise du logement. Et in fine, ça, à mon avis, ça aggrave aussi le divorce entre les citoyens et la justice. Parce que ce genre de jugement, il donne l'impression aux citoyens français que le système s'oppose à ce qui constitue la base du vivre ensemble, ne pas payer son loyer, se retourner contre le propriétaire victime de ce squat et ensuite récompenser. Et alors que moins de la moitié des citoyens français ont une image positive de la justice, ont confiance en la justice, ça n'est pas ce genre de décision qui renversera la tendance qui est désastreuse pour le fonctionnement plus large de la démocratie. Et indéniablement, dans l'affaire de Toulouse, le jeune tétraplégique a donc un bon avocat qui a décelé une vraie faille et une vraie occasion d'obtenir une indemnité sans peine. Les copropriétaires toulousains, maintenant, vont donc devoir prouver que la piscine était en bon état pour éviter d'avoir à indemniser ce squatteur. Ouais, c'est complètement fou. Merci beaucoup pour cet édito, Pierre-Marie Sève. L'addition. Alors comme d'habitude, c'est la deuxième édition seulement, mais on va évoquer 3 sujets, si vous voulez bien. On va commencer peut-être par le laxisme. C'est l'une des vocations de l'Institut pour la justice, dénoncer le laxisme judiciaire. Il faut dire qu'il y a du boulot. Oui. Combien de récidivistes arrêtés puis relâchés ? Combien de crimes commis par des gens qui n'auraient pas dû rester en France ? On pense évidemment à la petite Lola, par exemple, dont la meurtrière présumée était sous le coup d'une OQTF. Présumée ? Ah oui, on est encore sur un statut... Elle n'a pas été jugée, donc elle n'est d'ailleurs pas meurtrière présumée, elle est
innocente, présumée. Voilà. C'est ça, mais c'est soupçonnée, la on peut dire présomption mise en d'innocence. cause. Donc, combien de temps et de vie perdue, Pierre-Marie Sèvres, on en parle avec vous ce matin, le sujet des OQTF par exemple. Pourquoi ne sont-elles pas toutes appliquées ? On sait qu'en 2022, 6,9% des OQTF ont été exécutés seulement. Alors, le problème, c'est que les OQTF, ça n'est pas tellement un sujet de justice, c'est essentiellement, mais ni même d'ailleurs un politique. sujet intérieur, c'est un sujet diplomatique. Diplomatique. Les OQTF ne sont pas exécutés parce que les pays d'origine de ces personnes-là font tout pour ne pas récupérer ces nationaux. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours, quelques semaines. L'Algérie, maintenant, renvoie systématiquement, depuis que la France a soutenu le Maroc dans l'affaire du Sahara occidental il y a 2 semaines, l'Algérie renvoie systématiquement maintenant tous ces ressortissants que nous lui envoyons. Donc c'est un sujet diplomatique. Et moi j'ai coutume de dire, je ne suis pas diplomate, mais je m'intéresse à la politique suffisamment pour savoir que la diplomatie, comme tout, c'est une question de priorité. Évidemment, l'Algérie offre un certain nombre de choses à la France. Alors peut-être trop peu aux yeux de beaucoup, mais il suffit de modifier l'ordre de nos priorités et il faut, tout en haut de la diplomatie, de la liste des priorités de la diplomatie française, il faut que le président de la République mette l'exécution des OQTF. Voilà. Il y a certainement d'autres choses aujourd'hui, il faut que ce soit tout en haut. Je suis désolé, la France a les moyens d'avoir un minimum de diplomatie et la priorité des priorités de la France peut très bien être exécutée, être faite, être atteinte. Donc c'est un sujet de diplomatie. Il y a la question diplomatique et puis aussi la question du droit européen désormais. Parce qu'on ne peut plus renvoyer un OQTF sans avoir une espèce d'accord. On l'a vu plusieurs fois, des renvois de personnes censées être dangereuses pour le territoire français. On peut penser à la CEDH qui va parfois contrer par exemple, ces expulsions. Oui, alors je ne sais pas si ça s'applique directement aux OQTF. Je pense qu'en amont, plutôt, ça empêche les OQTF d'être posés. Mais tout ça est un vrai micmac, puisque, vous savez, en France, nous avons donc le droit français, mais nous avons le droit de l'Union européenne, nous avons le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, nous avons même le droit de la Cour pénale internationale. Donc, on a une superposition de couches juridiques desquelles on n'arrive pas à sortir. Même si la France... il y aurait une méthode pour contrer juridiquement la Cour européenne des droits de l'homme, ce serait de sortir la Convention européenne et éventuellement d'y retourner avec des réserves d'interprétation. Ce que fait par exemple le Danemark. Il y a certains points sur la Convention sur lesquels la Cour n'a pas le droit de condamner le Danemark puisque le Danemark a fait des réserves d'interprétation. Je crois que c'est ça, sur le Danemark. Et on pourrait faire ça éventuellement. Mais quand bien même on ferait ça, on se retrouverait avec la Cour de justice de l'Union européenne qui nous condamnerait sur à peu près la même chose. Le corpus de texte à partir duquel la Cour européenne des droits de l'homme juge, c'est-à-dire qu'il a une affaire devant lui et il se réfère à du droit, à un corpus de texte, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Ce corpus-là a été pratiquement copié-collé par l'Union européenne. Donc, vous sortez de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez derrière ensuite le tribunal de l'Union européenne. Et même, quand bien même vous sortiriez et de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Union européenne, vous avez derrière des juges nationaux bien français qui font exactement les mêmes choses et qui se basent sur des instruments juridiques européens ou internationaux ou parfois complètement sortis du chapeau. Je donne un exemple, vous savez, en France, on a la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel, normalement, il lit la Constitution et il dit ça correspond à la Constitution ou pas. Et ben, il a décidé, tout seul, dans les années 70, d'ajouter à cette Constitution le préambule de la Constitution de 1945. Donc, il peut rajouter tout ce qu'il veut. C'est un juge qui j'ai coutume de le dire, ce sont des juges napoléoniens qui se couronnent eux-mêmes. Ils s'accordent le pouvoir eux-mêmes qu'ils ont envie d'avoir. Ils veulent aller dans une décision dans un certain sens politique. Et ben, ne vous inquiétez pas, ils vont se débrouiller pour trouver un texte sorti du chapeau ou pas, interprété à rallonge ou pas, pour pouvoir prendre la décision politique qu'ils veulent. Malheureusement, les décisions politiques elles vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire un sens centre-gauche ou même gauche du PS, on va dire. Quand on regarde le Conseil d'État, c'est quand même assez flagrant, où les grands postes du Conseil d'État sont tous trustés par d'anciens du Parti socialiste, d'ailleurs plutôt à la gauche du Parti socialiste. Actuel, oui, bien sûr. Vous avez parlé de la diplomatie, c'est intéressant de comparer peut-être avec nos voisins européens. Est-ce que c'est leur force, notre faiblesse ? Comment expliquer le décalage de l'application des OQTF avec les autres pays européens ? Je pense par exemple à l'Allemagne où 60% des OQTF sont effectués. Dans l'ensemble de l'Europe, la moyenne est plutôt vers 43%. Nous, en France, on n'atteint pas les 10%, on stagne. Est-ce que c'est la France, l'État français qui volontairement organise sa propre impuissance ? Quelles leçons tirer en fait de nos voisins ? Alors, c'est une question effectivement intéressante parce que ça permet de relativiser une partie des choses qu'on a dites auparavant.
c'est-à-dire que la France a une philosophie de prononcer beaucoup d'OQTF. Mm. Donc évidemment, on en exécute moins que nos voisins. Nous prononçons beaucoup plus d'OQTF que nos voisins, ce qui ne veut pas dire que nous les expulsions plus, Oui. au contraire. Mais la France prononce beaucoup plus d'OQTF que l'Allemagne. Donc voilà, là, il y a un vrai moyen de relativiser. Ça n'est pas un problème uniquement franco-français. D'accord. Il pourrait être réglé si la France vraiment décidait d'y mettre les moyens. Mais c'est dans l'ensemble de l'Europe, et peut-être plus largement dans l'ensemble de l'Occident, qu'aujourd'hui, on n'expulse plus les personnes. On ne contrôle plus la démographie et donc on n'expulse plus les personnes qui ne devraient pas être sur notre sol. Mais c'est valable aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, mais Donc c'est une problématique globale en fait. Ouais. C'est une problématique globale comme beaucoup des problématiques que nous traversons, Ouais. mais à l'échelle individuelle d'un pays, parfois, nous pouvons régler. Le Danemark, par exemple, est un très beau contre-exemple d'un pays qui a décidé de prendre le contre-pied de l'Occident sur la question migratoire. À tel point que c'est même la gauche qui prend ce contre-pied-là. Imaginez à quel point c'est... donc il y a des possibilités individuelles, mais on fait quand même face à une vague continentale et occidentale, civilisationnelle. Alors, quelques chiffres. En 2023, Mathieu Quinquis, avocat et président de la section française de l'OIP, Observatoire international des prisons, expliquait que dans les années 80, les peines d'emprisonnement prononcées étaient en moyenne de 5 à 6 mois de détention. En 2023, elles sont passées à 10,7 mois. La durée moyenne de détention a quasiment été multipliée par 2 en 20 ans. La part de l'incarcération dans les jugements pénaux est passée de 13% en 2012 à 18% aujourd'hui. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression, en même temps qu'il y a un laxisme, qu'il y a moins d'emprisonnement parce que s'il y a moins de place. Et alors, alors les juges incarcèrent de plus en plus et les prisons françaises n'ont jamais été aussi remplies. Au 1er janvier 2024, 75 897 personnes incarcérées en France pour 61 767 places de prison. Alors, je vais vous répondre dans l'ordre. Je vais vous répondre d'abord sur la question de la moyenne d'emprisonnement, le temps et le taux d'incarcération, et ensuite sur la suroccupation carcérale. Donc, sur la moyenne, effectivement, nous avons eu une évolution. Le laxisme de la justice française s'est très longtemps matérialisé dans les jugements prononcés. D'accord. Mais ça a changé. Aujourd'hui, là où on va dire à partir du début des années 2000, le pouvoir politique, qui était de droite à l'époque, avait compris que le laxisme judiciaire hérissait le poil des gens ordinaires. Et il savait qu'il fallait arrêter, qu'il fallait trouver un moyen de ne plus être aussi flagrant. Et donc, il s'est mis à travailler dans le sens de l'exécution des peines. Donc, on a le prononcé des peines et on a l'exécution des peines. Et donc, progressivement, l'exécution des peines est devenue une vaste blague. Aujourd'hui, vous êtes condamné à de la prison ferme. Déjà, pour être condamné à de la prison ferme, il faut avoir commis plusieurs délits. Il faut avoir probablement commis plusieurs délits graves, relativement graves. On ne parle pas juste d'un vol dans un magasin, absolument pas. Vous pouvez faire 150 vols dans un magasin, je pense que vous n'aurez pas de prison ferme. Alors, peut-être au bout du 80e. Mais, donc, si vous êtes condamné à de la prison ferme, vous avez encore 4 chances sur 10 de ne pas aller en prison. Parce que le jeu des aménagements de peine fait qu'automatiquement, le juge n'a même pas le choix. Ce n'est même pas le laxisme du juge, c'est le laxisme de la loi. Le juge n'a pas le choix. Si vous avez une peine d'emprisonnement de moins d'1 an de prison ferme, ce qui est quand même beaucoup, symboliquement, devrait être beaucoup, vous ne pouvez pratiquement pas aller en prison. Donc, évidemment, l'incarcération, les peines d'incarcération ont augmenté. Les peines de prison sont plus nombreuses, puisqu'on sait qu'in fine, ils ne vont pas en prison. Y compris pareil pour les durées. Pendant longtemps, c'était jusqu'à 2 ans de prison ferme. Vous n'alliez pas en prison. Ça a été rabaissé à 1 an, mais maintenant c'est encore plus automatique, donc finalement on n'a pas changé grand-chose. Donc évidemment, les peines prononcées sont un peu plus fortes que dans les années 80, où les années 80, qui sont les années Mitterrand, étaient vraiment les années phares du laxisme. Les années 80, c'était le début de laxisme assumé par l'État. Je rappelle que quand François Mitterrand a été élu, il a fait une amnistie gigantesque dans laquelle il a fait sortir des milliers et des milliers de détenus qui ont augmenté de 20% la criminalité sur l'année 1981. Donc, c'était les années du laxisme. Effectivement, les peines prononcées sont un peu plus lourdes, un peu plus importantes. Mais pour autant, ça ne change absolument rien au résultat, qui est qu'on ne punit pas assez les criminels et les délinquants. Et si j'ai encore le temps pour parler de la suroccupation. Alors, sur les prisons, effectivement, les prisons sont plus remplies qu'avant. Mais pourquoi ? Parce que la population criminogène française est très importante. Parce que nous faisons rentrer tous les ans
des gens que nous ne contrôlons pas, par l'immigration illégale notamment. Les gens, on n'a aucune idée de leur profil. Hein. Ils ont peut-être commis des meurtres. Bien souvent, ils ont commis des crimes et des délits dans leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils quittent. Moi, d'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote que m'avait raconté un prêtre qui était à Tamanrasset, dans le désert algérien, qui me disait « Mais les migrants illégaux qui arrivent en Europe... » Alors lui, il avait beaucoup de compassion pour tous ces migrants-là. Hein. C'était son boulot. Hein. Il avait un camp pour les aider, pour les stopper, pour les convaincre de repartir. En leur disant « C'est une mauvaise idée de venir, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. » Et donc, ce prêtre disait « Les migrants qui parviennent jusqu'en Europe sont bien souvent ceux qui sont les plus courageux, certes, mais les plus cruels, ceux qui sont prêts à tout, et donc les plus dangereux. » Ah oui. Donc, pour vous dire, on fait rentrer des gens en France tous les ans, en tout cas, on accepte qu'ils rentrent, des gens excessivement dangereux, beaucoup trop dangereux, et donc la population criminogène française augmentant, évidemment qu'on a plus de crimes et délits et on a une plus grande population carcérale. Et j'ajoute autre chose. Effectivement, nous sommes en suroccupation. Je préfère ce terme à celui de surpopulation, parce que la population carcérale, en fait, c'est la population délinquante. La population délinquante, c'est pas les prisons qui les décident. Hein. La population délinquante, c'est notamment la démographie. Mais on a une suroccupation de prisons, pas parce qu'on met trop les gens en prison. Par rapport aux crimes et délits, la France est probablement un des pays, si ce n'est le pays le plus dangereux d'Europe. Dans à peu près tous les classements Eurostat, de vol, d'agression, etc., la France est dans le trio de tête. Donc on est probablement le ou un des 2-3 pays les plus dangereux d'Europe, de l'Union européenne. Donc si on met les gens en prison, si on a trop de gens en prison par rapport aux capacités, c'est parce qu'on ne construit pas assez de prisons, tout simplement. C'est tout simplement ça. Il était question d'ailleurs qu'il y ait davantage de construction de centres pénitentiaires. En 2017 avait promis 15 000 places de prison. Nous avons à peine atteint les 3 000 en 7 ans. Donc effectivement, il y a un rattrapage à faire. Bon. On passe à la petite devinette. C'est une tradition. Oui, allez-y. Quel philosophe a dit « Le laisser-faire sans le laxisme est impuissant, le laxisme sans le laisser-faire est tyrannique ». Pascal. Bravo. Félicitations. Donc, rapide en plus. Excellent. Bah oui. J'apprécie beaucoup Pascal. Sur ça. On passe au second sujet qui porte cette fois-ci sur l'antisémitisme. Et là aussi, il y a une grosse actu. Incendie notamment de la synagogue à la Grande Motte sur fond de terrorisme islamiste, qu'on ne nomme pas. L'enquête est en cours, mais les premiers indices indiquent que cet incendie criminel a été commis par un individu algérien de 33 ans. En situation régulière, interpellé à Nîmes. Il s'appelle El Hussein Kenfri. Il était drapé d'un kéfi et d'un drapeau palestinien. Gérald Darmanin évoque un acte antisémite. Pierre-Marie Sèvres, le problème avec ce genre d'événement, est-ce qu'il ne relève pas aussi d'un souci de sémantique ? Dire qu'il ne s'agit, entre guillemets, que d'un acte antisémite, est-ce que ce n'est pas exclure la nature, en fait, le nom du danger presque ? On ne parle même pas d'islamisme. C'est-à-dire qu'on va tout centrer sur, non pas la cause, mais presque la conséquence. Oui, tout comme on précise que c'est un Algérien en situation régulière, comme si ça justifiait quoi que ce soit. Ça ne justifie absolument rien. C'est tout aussi scandaleux, qu'il soit en situation régulière ou pas. C'est une personne que l'État français a accepté. Justement, qu'il soit en situation régulière, c'est pratiquement pire. L'État français a accepté de lui donner donner des papiers à une personne extrêmement dangereuse. Donc oui, absolument. Maintenant... sur la sémantique, je pense que maintenant, malheureusement, l'antisémitisme, on comprend assez rapidement d'où il vient. On sait que c'est lié aux événements au Moyen-Orient, en Israël et dans la bande de Gaza. On sait que c'est lié à ça, donc je pense qu'il y a assez peu de Français qui doivent... Nous, on le sait. Oui, vous pensez qu'il y a des gens qui ne le savent pas ? J'ai tendance à penser qu'en fait, nous, on a l'avantage d'avoir les réseaux sociaux et de s'informer peut-être d'une autre manière que les Français, qui, eux, n'ont pas forcément accès à ces précisions-là, même si, bon, faut... Peut-être. Quand on réfléchit un peu, on se rend bien compte de... Vous avez raison. Mais bon. Mais les faits divers, le pouvoir accuse souvent les groupes d'autres partis politiques ou personnalités politiques d'instrumentaliser des faits divers. Oui. Laissez-moi vous dire que les faits divers, l'État, le pouvoir en place, c'est largement les instrumentaliser, ou en tout cas les tourner à sa manière, à la manière qu'il l'arrange. Ça, on l'a remarqué, oui. Donc voilà, c'est pas étonnant. Pour ceux qui douteraient encore de l'origine justement de cette augmentation d'agression sur la communauté juive, on peut noter que sur cette année, ils ont augmenté de 73%. C'est en corrélation directe donc avec les attentats du 7 octobre dernier. Et donc on sait très bien quelles populations sont opposées dans ce conflit. Donc on est en droit d'imaginer qu'il y a un lien de cause à effet et donc d'imaginer quelles sont les deux parties dans cette
cette affaire. À noter que sur le mois de juin, le chiffre monte à 191 agressions ou actes antisémites sur le territoire français. Donc, rien que le mois de septembre rien pardon. que le mois de juin, oui. De juin, 191, oui, tout à fait. Ouais, c'est quand même... Enfin, bon, c'est... Une augmentation de 73% sur l'année. Sur l'année, d'accord. Ah oui, et Gérald Darmanin a rappelé qu'au premier semestre 2024, il y a plus de 100% d'augmentation d'actes antisémites. Alors, on a des chiffres complètement... parfois contradictoires, parfois... Enfin, quoi qu'il en soit, l'antisémitisme monte drastiquement. Alors, vous avez nommé les causes, parce qu'il y a effectivement ce conflit israélo-palestinien qui a importé une montée... oui, on peut dire que c'est un élément déclencheur, même si très sincèrement, moi je pense que c'est une politique migratoire complètement délirante et surtout absolument pas régulée, qui est la cause profonde de ça. Oui. C'est qu'on fait venir en France des gens qu'on ne contrôle pas, des gens qui d'ailleurs traditionnellement liés notamment au Moyen-Orient ont des solidarités antisémites, aussi tragiques et terrifiants que ça puisse paraître. Donc c'est peut-être aussi ça la cause principale. Moi, c'est ça que je trouve intéressant avec cet événement précisément, et Pierre-Marie Sèvres l'a très bien dit, c'est que les gens vont peut-être arrêter de se focaliser uniquement sur l'immigration irrégulière et peut-être voir que l'immigration régulière est aussi un fléau et porte des vrais dangers. Bien sûr, bien sûr. Au-delà des dangers, moi que je considère très importants, que sont les dangers culturels, l'extinction de la culture française, à travers nos traditions qui ne sont plus respectées, même voilà, tout ça, c'est un danger qui moi me paraît important au plus haut point, mais même l'immigration régulière a d'autres dangers beaucoup plus prosaïques, beaucoup plus concrets, notamment la criminalité. On sait que les étrangers, toutes nationalités confondues, situations régulières ou irrégulières, sont surreprésentés dans tous les crimes et les délits du code pénal français. Donc à partir de là, on peut difficilement dire que l'immigration régulière n'est pas un danger pour la société française. Oui, bien sûr. Franck, Pardon, Lisa. C'est vrai que là, on se concentre sur l'antisémitisme parce que c'est le sujet, mais alors il y a des associations de soutien qui ont été créées. D'ailleurs, amusant, puisqu'on parlait des chiffres que Darmanin donne pour aller dans notre sens et expliquer à quel point donc cette immigration fait qu'on ressent dans notre chair et sur notre territoire un conflit qui pourtant, a priori, ne nous concernait du moins pas directement. Il faut savoir aussi que le gouvernement a soutenu la création d'une association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans. Voilà, donc, oui, on en avait parlé, je crois, lors d'un entretien, c'est vrai. Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on attend encore, du coup, le soutien du gouvernement auprès d'une association qui pourrait recenser enfin peut-être les actes anti-français. Voilà. Oui. Alors, ça, à mon avis, c'est toute une la carte est couverte, on est les grands oubliés, donc je lance un appel. C'est terrible, pourquoi pas. Franck. Une question de Candide, on revient là sur le sujet de l'antisémitisme. Les chiffres que vous annoncez sont effectivement effrayants, mais est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'il y a moyen de savoir ou d'estimer la part dans ce chiffre d'actes qui sont réellement des actes d'antisémites, de véritables antisémites, ou de gens qui contestent la politique d'Israël, puisqu'on a tendance maintenant, à la moindre critique de cette politique, de taxer son auteur d'antisémitisme. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est difficile en fait de savoir, à moins que ce soit revendiqué. Oui. Après, non, je pense qu'un acte antisémite suppose certainement un délit. Donc, bon, je pense qu'à partir du moment où il y a un délit qui concerne la politique d'Israël ou la haine d'une religion ou d'un peuple, reste, répréhensible. Oui. Si c'est une personne juive qui en porte les coups, effectivement, on peut penser que c'est plus de l'antisémitisme que de l'antisionisme parce qu'il ne représente pas l'État d'Israël. C'est sûr, mais est-ce que ces actes ont été jugés ? Enfin, quand on parle de ces augmentations d'actes d'antisémitisme, je pense que c'est par la police. Condamnés, je veux dire. Je pense que ce sont des actes qui doivent être recensés par la police, donc il y a toujours une part, comme pour les mises en cause, les statistiques que je vous ai données sur les étrangers qui sont surreprésentés sont aussi des statistiques police. Donc effectivement, ce n'est pas des statistiques définitives, mais on peut estimer quand même qu'elles sont assez proches de la réalité, donc a priori, moi je m'en fais pas là-dessus. J'aime bien faire ce geste-là pour la clochette. Bon, question facile, Pierre-Marie Sèvres. Qui a dit « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » ? C'est le catholique du début du XXe siècle. C'est un des... Moi j'ai un nom, mais... Alors je sais pas, parce que en fait... Non, Alors... Voir ce que l'on voit, non, c'est pas ça. En fait, il y a plusieurs versions parce qu'il y a eu pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, etc. Jésus aurait dit. Ok. Ça doit être une parabole alors. Mais je pense. Vous avez dit qu'il était catholique. Ouais, un petit peu. Bien vu. Voilà. Bon, là, c'est la petite parenthèse.
Cato raté de mode en fait. Alors, on passe à l'Angleterre. Il y a un sujet en Angleterre, Marie. Et oui, puisque un drame a frappé nos voisins britanniques cet été. On pense bien sûr à la mort de ces 3 petites filles à Southport, âgées de 6, 7, 9 ans, tuées dans une attaque au couteau. C'était fin juillet. Et l'auteur inculpé de cette tragédie s'appelle donc Axel Rudakubana. C'est un adolescent de 17 ans visé par 10 autres chefs d'accusation pour tentative de meurtre. Et il est né de parents rwandais. S'en sont suivis, vous l'avez évidemment vu cet été, des émeutes populaires vivement critiquées dans les grands médias et surtout de larges répressions judiciaires. Pierre-Marie Sèvres, que dit ou qu'a révélé cet événement du climat peut-être actuel de la justice britannique ? De la justice britannique et de, à mon avis, encore une fois, la justice occidentale dans son ensemble. Moi, j'ai été... Alors, pour moi, maintenir l'ordre, c'est dans les prérogatives du gouvernement, de l'exécutif. S'il y a des désordres qui sont créés, moi, je pense que c'est symboliquement une erreur déjà de faire des manifestations violentes, puisqu'on se bat contre la violence. Et puis, stratégiquement, je pense que c'est une erreur aussi, puisque c'est une très bonne occasion, alors que l'écrasante majorité de la population demande moins d'immigration dans tout le monde occidental. La démocratie me semble être clairement la meilleure voie pour y parvenir. Mais même s'il y a un consensus dans la population, concrètement, si on passe pas parfois à l'acte en se faisant entendre. Oui, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais moi, vraiment, je m'oppose. Je suis un légaliste jusqu'au bout des ongles. Je m'oppose à ces violences-là. Je pense que c'était vraiment une erreur. C'était des délits. Et donc, je pense que le gouvernement a bien fait de maintenir l'ordre. En tout cas, il a complètement le droit. Il a été élu. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Il a aussi le droit, même si je pense que c'est plus discutable, mais il a le droit de demander à sa justice, au ministère public, donc au parquet, de demander, de faire pression pour une justice plus ferme dans les prononcés des peines. Mais ça reste des peines qui ont été prononcées par des juges qui sont censés être indépendants. Je n'ai pas la situation exacte au Royaume-Uni, mais en tout cas, il devrait l'être. Autant de pression externe que d'ailleurs de pression interne. Leurs idéaux politiques à ces juges-là ne doivent pas entrer en ligne de compte quand ils prononcent leur peine. J'ai un a priori favorable, même s'il pourrait être changé, mais a priori, ce sont des décisions juridictionnelles. En revanche, je pense que là, on n'est plus dans le discutable, mais on est dans le proprement scandaleux. C'est quand le pouvoir exécutif décide à dessein de vider les prisons de certains délinquants pour y mettre d'autres délinquants, les émeutiers qui ont été jugés pour avoir commis des délits, et qui plus est, des délinquants qui s'opposent frontalement à la ligne politique de ce gouvernement. Là, on est dans un détournement de la justice qui est extrêmement préoccupant. Là, on dépasse les bornes. Et pour moi, c'est ça le vrai scandale, c'est que la justice... Comment dire ? Et en plus, ça a été annoncé par le gouvernement lui-même. J'ai retrouvé les communiqués. C'est sur le site du gouvernement lui-même qui dit « Nous vidons les prisons pour y mettre les émeutiers anti-immigration. Oui, disons. Comme si le délit ou le crime de droit commun était moins grave que le délit ou le crime qui avait une teneur politique. Et je rappelle que, moi, ça me fait beaucoup penser à l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, qui raconte très bien comment le pouvoir soviétique est un allié objectif des délinquants et des criminels en Russie. Parce qu'il le dit très bien dans quelques lignes, il le dit, les voleurs sont finalement des ennemis de la propriété privée, et donc finalement ce sont des alliés, et ce sont des futurs prolétaires, il faut les rééduquer, d'autant que, et il l'ajoute lui-même, puisque tout est, vous savez, dans la rhétorique gauchiste, tout est dû à l'environnement. Il n'y a rien dû à votre état génétique ou à votre biologie. Tout est dû à l'environnement. Eh bien, alors, il n'y a qu'à changer l'environnement et ces voleurs redeviendront des bons prolétaires, des bons révolutionnaires, etc. Donc, ce sont les alliés objectifs. Et Alexandre Solzhenitsyn explique aussi très bien comment les criminels et les délinquants en Union soviétique étaient jugés beaucoup moins durement que les opposants politiques. Donc, je suis désolé, mais pour moi, on est entré là-dedans. Et moi, je pense sincèrement qu'il y aura un avant et un après. Je n'allais pas dire que je pensais que... Oui, je pensais qu'une démocratie occidentale ne serait pas capable de faire ça, de détourner la justice de manière aussi flagrante. Et visiblement, elle peut le faire, elle va pouvoir continuer à le faire, puisque très peu nombreux ont été les voix discordantes, les gens qui ont condamné ça. Toutes les associations de droits de l'homme, toutes les associations institutionnelles ou judiciaires, elles n'ont rien dit. Alors que c'est
clairement un détournement de la justice. Dans une autre mesure, c'est ce qu'on évoquait avec Pierre Gentil et Sarah Tafo tout à l'heure, en faisant la nuance justement entre le juridique et le politique. En fait, on parlait d'Instagram, des comptes suspendus, etc., de décisions purement politiques et non juridiques, des critères, etc., de suspension. Liselotte Dutreuil. Ce qui est amusant, c'est que quand vous parlez de la volonté de se saisir de l'environnement pour expliquer, voire excuser des crimes ou des délits, c'est un système qui ne fonctionne que dans un sens. On a l'impression que le gouvernement est incapable de comprendre que, par exemple, s'il se retrouve avec des milliers de Britanniques dans la rue, c'est parce que l'environnement au Royaume-Uni ne leur convient plus, à savoir toutes les questions d'insécurité, etc. Et alors, concernant justement ces places de prison qui vont être réservées pour les patriotes britanniques qui se rebellent. Il faut savoir qu'il y a aussi 500 places de prison qui ont été ouvertes quasi automatiquement pour pouvoir gérer ces émeutes. Et la question qui se pose, c'est simplement pourquoi est-ce que ces places de prison, elles n'ont pas été ouvertes avant, au moment où justement les Britanniques se plaignaient de l'insécurité. Et peut-être que si on prenait le problème simplement plus en amont, en se disant que il suffirait peut-être de rétablir un climat sain, les Britanniques n'auraient pas à se soulever, causant toutes les émeutes qu'on connaît. Alors, on va pas avoir le temps d'y répondre, mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir, ça, parce que moi, je ne savais pas non plus que ces places de prison avaient été créées instantanément. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sèvres, d'avoir accepté cette invitation. On vous recevra une nouvelle fois avec plaisir pour évoquer toutes ces actualités qui ne cessent d'être alimentées, de toute façon, quotidiennement. Merci Liselotte Dutreuil, merci Marie Falicon.